Hier, la presse israélienne et les sites d'information ont fait état d'informations selon lesquelles les États-Unis, la Maison-Blanche, pourraient reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et de l'État palestinien, au cas où il y aurait un accord qui interviendrait entre Israël et l'autorité palestinienne. Pour parler de ce sujet, notre spécialiste des États-Unis, Michel Garfinkel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de ces informations. Alors, est-ce qu'il faut prendre ces informations, ces rumeurs au sérieux ? Je crois que ces rumeurs sont largement exagérées. Il ne faut pas confondre deux choses. Une première chose, c'est ce que Trump lui-même et son administration n'ont pas cessé de dire à propos du conflit israélo-palestinien. Et la deuxième chose, c'est les hypothèses sur un éventuel plan de paix américain qui serait soumis aux différentes parties dans un avenir proche. Alors, prenons le premier point. Le premier point, il est très clair, le président Trump a toujours dit, il l'a dit avant même d'être élu pendant la campagne présidentielle il y a 2 ans, il l'a dit depuis qu'il est président, qu'il souhaitait qu'un accord de paix intervienne entre Israël et les Palestiniens, qu'il estimait que cet accord était à portée des différentes parties, que ce n'était pas quelque chose, de trop difficile à atteindre, que les conditions étaient mûres désormais pour qu'un tel accord soit acquis. Il a toujours dit cela, et il a également dit que lui, personnellement, n'avait pas l'intention de dicter les termes de l'accord. Il a dit et répété, et après, avec lui, son administration a dit et répété que les parties devaient et pouvaient décider par elles-mêmes de laisser donc une certaine autonomie en fait aux Palestiniens et aux Israéliens pour arriver à cet accord. Il a pas donné une autonomie, il a donné une liberté totale aux partis. Tout ce qu'il prétend être capable de faire, c'est d'amener les deux parties à négocier. Et ensuite, il a dit et répété, c'est aux partis de décider de la solution qui leur paraît la meilleure. S'ils veulent une solution à 2 États, ce serait une solution à 2 États. S'ils veulent une autre solution, sans préciser la nature de cette autre solution, si vous voulez, nous allons y revenir, parce qu'il y a eu quand même quelques indications, eh bien, ce sera une autre forme de solution. De même, à propos de Jérusalem. À propos de Jérusalem, je crois que tant Trump que son administration a été très claire. L'administration Trump reconnaît un fait. Le fait, c'est que Israël est que Jérusalem est la capitale d'Israël. Donc, il a décidé de mettre quelque sorte d'aligner le droit sur le fait, d'autant plus que c'était la recommandation, le vote, la loi votée par le Congrès depuis déjà une vingtaine d'années, en transférant l'ambassade américaine à Jérusalem. Mais par ailleurs, son administration n'a cessé de répéter que ce transfert ne préjugeait pas du règlement final de Jérusalem, ni des frontières définitives qui pourraient être mises en place à Jérusalem ou autour de Jérusalem en cas d'un accord de paix. Tout reste totalement
ouvert. Mais d'un autre côté, l'administration américaine a aussi fait des déclarations dans le sens où Israël, après avoir reçu justement ce cadeau, on va dire, de la Maison Blanche, même si c'est pas vraiment un cadeau, puisque comme vous l'avez dit, c'était une loi qui a été votée déjà depuis plusieurs années par le Congrès américain, qu'Israël devra faire des concessions. Non, je m'inscris complètement en faux contre cette affirmation. Énormément de gens affirment cela sur des bases multiples. Généralement, ceux qui disent qu'Israël sera amené à faire des concessions citent ce que l'on appelle des sources autorisées, mais sans préciser exactement de qui on parle. Ce que nous voyons clairement, c'est que l'entourage direct du président sur ces questions-là répète qu'il n'y a pas de contrepartie au transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est les déclarations directes de la Maison Blanche et de l'entourage de Donald Trump. Oui, c'est ce que par exemple, John Bolton, qui est le président du Conseil national de sécurité, a dit de manière totalement explicite que les États-Unis n'ont pas l'intention de demander une compensation au transfert de l'ambassade. Je voudrais préciser d'ailleurs une chose à ce sujet. On parle du transfert de l'ambassade. Très bien. Parlons du transfert de l'ambassade. Mais regardons le reste. Et le reste est quand même extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que l'administration américaine ne s'est pas contentée de transférer l'ambassade. L'administration américaine a également ôté un statut diplomatique à la délégation palestinienne à Washington. L'administration américaine a également décidé de retirer les subventions qu'elle accordait à l'UNRWA. Elle a également déclaré qu'il n'y avait pas 4 ou 5 millions de réfugiés palestiniens comme l'UNRWA l'affirme et comme l'ONU le valide de manière automatique chaque année, mais qu'il y en avait au maximum quelques dizaines de milliers, en d'autres termes que la qualité de réfugié ne pouvait pas être héréditaire. Un nombre, tout à fait impressionnant de mesures qui ne vont pas contre le peuple palestinien en tant que tel, mais certainement contre un certain narratif ou une certaine doctrine de l'ultranationalisme palestinien que l'on acceptait passivement jusqu'à présent. En d'autres termes, ce que voulez-vous nous dire, c'est qu'il y a une volonté américaine d'arriver à un accord, tout de même, entre Israéliens et Palestiniens, mais cet accord, c'est le choix et c'est la décision des deux parties qui doit... C'est le choix et la décision des deux parties, et en attendant, l'administration américaine a pris des mesures extrêmement concrètes qui tendent à limiter considérablement la puissance réelle du mouvement palestinien, et j'ajouterais même la légitimité profonde du mouvement palestinien. Alors maintenant, il est question évidemment d'un accord de paix, et il est question aussi du fait que cet accord, le projet d'accord de paix auquel les Américains réfléchiraient, qu'ils voudraient suggérer, disons, tant aux Israéliens qu'aux Palestiniens, cet accord, ils y auraient travaillé en y associant un certain nombre de pays arabes modérés, à commencer par l'Arabie saoudite. Alors, ce que l'on sait à propos de cet accord, on ne sait pas grand-chose. On n'a que des pistes, mais il faut revenir sur cette notion. C'est aux Israéliens et aux Palestiniens de décider s'ils veulent la solution à deux États ou s'ils veulent une autre solution. Ouais. Parmi les autres solutions que certains ont évoquées, il y a la possibilité d'un système confédéral entre une
éventuel État palestinien dans les territoires palestiniens actuels et la Jordanie, par exemple, ou bien un autre pays. Est-ce que ce sont des pistes, mais pour l'instant, pour le moment, il n'y a rien de concret. Alors, ce sera ma dernière question, Michel. Est-ce que vous pensez que dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, il va y avoir des pressions justement de la Maison-Blanche pour essayer, des pressions sur les Israéliens et sur les Palestiniens justement, pour essayer d'arriver à un accord entre les deux parties? On va se résumer. Pour l'instant, il y a eu beaucoup plus de pression sur les Palestiniens, et il ne s'agit pas seulement du transfert de l'ambassade, comme je le disais. Il y a eu infiniment plus de pression sur les Palestiniens que sur les Israéliens. Aux Israéliens, les Américains demandent essentiellement d'être mesurés en ce qui concerne le développement de certaines implantations et en ce qui concerne le démantèlement éventuel d'implantations ou de constructions sauvages ou illégales arabes. C'est essentiellement le type de pression extrêmement limitée que les Américains ont pu exercer sur Israël jusqu'à présent. Une dernière chose que l'on peut dire, c'est que si l'on parle de pression envers les uns et les autres, avec qui parle-t-on? Nous savons que Abbas est extrêmement âgé et que beaucoup de choses laissent entendre que Abbas n'est pas prêt à signer un accord qui serait ressenti par une partie très importante du mouvement palestinien, du mouvement nationaliste palestinien, comme un abandon, sinon une trahison des idéaux palestiniens traditionnels. S'il disparaît, son successeur devra pendant une certaine période en quelque sorte s'installer au pouvoir, et ce sera probablement pas une période dans laquelle il sera prêt à faire des concessions. Donc d'un point de vue extrêmement pratique, on ne voit pas pour l'instant exactement comment les choses peuvent évoluer, et n'oublions surtout pas que le mouvement palestinien reste jusqu'à ce jour coupé au moins en deux, puisque il y a la Cisjordanie et l'autorité palestinienne d'une part, mais il y a aussi Gaza et le Hamas d'autre part. Merci Michel Garfunkel pour toutes ces explications. C'était une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Qualité. À bientôt, merci beaucoup. 8h40 sur Studio Qualité, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens.